Bonjour Aurélie Trouvé. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aurélie, tu es porte-parole d'Attaque. Hier sur Twitter, tu as interpellé les dirigeants de gauche, Fabien Roussel, Olivier Faure, Yannick Jadot, sur leur participation au rassemblement de la police devant l'Assemblée nationale. Tu parles de cette mobilisation comme un coup de force politique et sécuritaire et tu reproches à ces dirigeants de gauche d'avoir manifesté aux côtés de Gérald Darmanin, de Jordan Bardella ou Éric Zemmour. Eux, à gauche en tout cas, ils répondent que la gauche était présente pour Charlie, alors qu'il y avait des bourreaux des quatre coins du monde en tête de cortège. Ils étaient là aussi pour les mobilisations pour Samuel Paty, il y avait l'extrême droite, ou même à l'occasion de manifestations contre l'antisémitisme. Qu'est-ce qui change la donne sur cette manifestation selon toi? D'abord, c'est pas un rassemblement en hommage, hein, c'est un rassemblement qui est appelé par certains syndicats de police sur des mots d'ordre sécuritaires pour poursuivre la logique sécuritaire. Donc ça, c'est le premier problème. C'est bien une manifestation qui s'apparente à un coup de force politique, hein, si je reprends les termes du syndicat de policiers qui n'a pas appelé, qui est Sud Intérieur. C'est un coup de force politique, c'est une pression sur la justice et l'Assemblée nationale pour renchérir dans le sécuritaire. Donc déjà, ça c'est une raison pour ne pas y aller. La deuxième raison, c'est que dans un contexte assez grave, je dirais de contagion de la société par les idées d'extrême droite, eh bien, il faut garder des digues. Et ces digues, c'est déjà ne pas aller manifester dans une telle manifestation, dans un tel rassemblement, avec effectivement Bardella, Darmanin ou Marine Le Pen, quoi, ou Zemmour. Alors non, il n'y a pas Marine Le Pen, mais il y a Zemmour. Hier matin, Voilà. dans un éditorial de France Inter, Thomas Legrand a parlé d'une incroyable soumission des hommes et des femmes politiques face aux exigences de ce que l'on peut appeler le pouvoir de la police. La manifestation d'hier, c'est pour toi le symbole d'un abandon politique, de l'échec du politique, de l'autorité du politique face à l'administration. Voilà, ce qui est grave pour moi, c'est surtout du point de vue de la reconstruction d'une gauche qui soit solide sur ses valeurs du point de vue social, évidemment, du partage de la richesse, du point de vue de l'écologie, mais aussi du point de vue, je dirais, sociétal, du point de vue de la question des libertés publiques et de l'égalité réelle. Voilà. Et effectivement, depuis un an, on observe, en tout cas à peu près depuis un an, je dirais vraiment une accélération, un étouffement de plus en plus des libertés publiques avec la loi sécurité globale, avec la loi séparatisme, dont je rappelle que certains députés PC n'ont pas voté contre, voilà. Et c'est des lois qui s'en prennent à la fois aux libertés publiques. La loi séparatiste, c'est aussi s'en prendre aux libertés associatives. Hein. Je rappelle que la LDH et beaucoup d'autres organisations, dont la mienne, Attaque, on était fermement opposés à cette loi séparatisme. Mais c'est aussi des lois qui divisent la population, qui stigmatisent, et notamment une population particulière qui est la population musulmane. Et donc qui se nourrit finalement des racismes potentiels ambiants. Et je crois qu'une gauche qui est sûre d'elle, c'est aussi une gauche qui tient bon sur ses valeurs des libertés publiques et de l'égalité réelle. Et c'est en ça que c'est très inquiétant. Voilà. Et je crois que il faut aujourd'hui ne pas lâcher un seul centimètre de terrain à l'extrême droite. On va venir justement sur la gauche, mais hier c'était aussi la victoire de l'extrême droite pour toi? Oui, c'est aussi la victoire, disons, en tout cas c'est le signe d'une contagion de plus en plus manifeste des idées de l'extrême droite dans la société. Voilà, y compris dans une dite gauche. Et je crois qu'il serait bon aujourd'hui qu'on pose de façon centrale cette question des libertés. Il faut bien voir aussi, je le dis franchement, je pense qu'on n'aura pas qu'une gauche qui gagne, c'est aussi une gauche qui parle aux quartiers populaires. Des quartiers populaires, on l'a vu avec les mobilisations ces dernières années, qui sont très marquées par les violences policières, qui s'abattent dans ces quartiers en particulier et contre des personnes racisées. C'est pas pour rien qu'en juin dernier, le comité Adama met autant de personnes dans la rue de manière inopinée. C'est pas pour rien que les marches des libertés sont montées à ce point-là en décembre dernier. La question des violences policières, elle est extrêmement importante pour une partie de la population, et c'est justement une partie de la population avec laquelle il faut faire bloc. Voilà, et je crois que du coup, c'est même dangereux du point de vue politique ce qui est en train de se passer, d'être dans la surenchère sécuritaire, alors qu'il faudrait parler lutte contre le chômage dans ces quartiers-là. Il faudrait parler d'un autre service public de la police, avec une police de proximité beaucoup plus importante. Et c'est vrai qu'il manque des moyens dans la police, mais pour un service public de la police repensé.
et pas dans une logique sécuritaire. Je suis tout à fait d'accord, on a besoin d'un service public, de moyens supplémentaires pour ce service public de la police, mais pas selon les termes sécuritaires qui sont utilisés par les organisations de policiers qui ont appelé à cette manifestation. À quoi elle cède, la gauche, quand elle manifeste avec la police ou quand le Parti communiste français entre en campagne présidentielle précisément sur le thème de la sécurité et de la sécurité dans les quartiers en plus, comme si on pouvait parler des quartiers que sous l'angle de la sécurité. Elle cède à quoi? Elle cède finalement au bruit médiatique, elle cède à l'opinion? Elle cède à une certaine opinion, parce que je crois qu'elle se plante en fait. Et alors, moi, je pense au sondage de l'UMA de ce week-end, qui est un beau sondage, qui montre qu'il y a plein d'idées de gauche qui sont ultra majoritaires, voilà, sur l'augmentation nette du SMIC, etc. Mais j'aimerais bien qu'on ait aussi ce type de sondage sur des valeurs qui sont celles des libertés publiques, qui sont celles de l'égalité réelle. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une majorité de la population qui est aussi sur des positions progressistes et d'égalité réelle. Et je crois qu'on ferait bien mieux de s'attacher à cette population-là plutôt que de nourrir les relents sécuritaires, racistes, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, je te demandais si elle avait cédé à l'opinion ou si elle cédait au bruit médiatique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi plus fondamentalement d'ailleurs, un vrai désaccord à gauche? On le voit en ce moment, on les conclut, les désaccords sur la question de la République, sur la laïcité, là sur les questions de sécurité, on pourrait y ajouter l'Europe, la dette si ça venait un jour dans le débat public, mais l'unité à gauche, elle est vraiment possible? L'unité de la gauche se fera effectivement sur des valeurs, c'est vrai. Donc il y a besoin de débat, il y a besoin de mettre en débat ces questions-là, parce que effectivement, on peut pas, l'unité pour l'unité n'a pas de sens. Il faut partir d'un projet, il ne faut pas partir d'une personne, il faut partir d'un projet, et sans ça, effectivement, on passera à côté de la construction de cette gauche-là. Donc, moi, je l'ai dit souvent, je pense qu'une gauche qui gagnera, c'est une gauche radicale, au sens de la remise en cause des racines du système. Et c'est pas en allant grignoter du terrain à Emmanuel Macron et à une droite identitaire qui est en train de s'allier à l'extrême droite, comme on l'a vu dans le débat entre Darmanin et Le Pen. Voilà. Il y a un peu plus d'un an, Attaque avec d'autres, la CGT, Greenpeace, Oxfam, il y avait une dizaine d'autres organisations. Vous aviez lancé un appel à toutes les forces progressistes et humanistes pour reconstruire ensemble un futur écologique, féministe et social en rupture avec les politiques menées jusque-là. Et le désordre néolibéral, ça c'était pour vous citer. On en est où de cette histoire et c'est quoi la suite? Alors, on en est où? D'abord, on vient de sortir d'une séquence où on a avec un rapport sur la transition écologique et sociale, et on montre qu'on peut créer des centaines de milliers d'emplois aujourd'hui pour cette transition écologique et sociale. On pourrait même répondre au plein emploi en s'appuyant sur les besoins sociaux et écologiques, et donc on va un peu plus loin que le plan de sortie de crise qu'on avait sorti il y a un an. Voilà ça. Et le but, c'est quoi? C'est aussi de montrer qu'on peut avoir un arc de force relativement large. Quand vous regardez toutes les organisations syndicales et associatives qui ont signé ce rapport, c'est très large. Donc on peut avoir un arc de force large sur des bases radicales, justement, on en revient à cette question-là. Et ensuite, c'est aussi la question de lutte concrète, puisque par exemple sur l'usine de la Chapelle Darblay, qui est vraiment un emblème de la transition écologique, que le gouvernement voulait laisser tomber, on est allé occuper Bercy. On a pour le coup fait aussi de la désobéissance civile. On est allé occuper Bercy il y a 2 semaines. On a fait un petit coup de pression pour sauver cette usine et le millier d'emplois associés. Et concrètement, le dossier a beaucoup plus avancé. Et là, en tout cas, on a un engagement du gouvernement dont on espère qu'il va se concrétiser, qu'on n'avait pas avant. Voilà, donc c'est aussi des luttes concrètes, puisqu'on a une trentaine de collectifs locaux, plus jamais ça, qui se sont aussi constitués. Et aujourd'hui, c'est le seul espace pérenne qui existe entre autant d'organisations associatives et syndicales sur la réponse à l'urgence écologique et sociale. Ça, c'est extrêmement précieux en termes d'échange, de partage, de construction de mobilisation et de stabilisation aussi de nos revendications. Voilà, et ce type d'espace, voilà, c'est fondamental. Je le dis aussi que, pour en venir à la question de... Alors là, on est vraiment sur l'urgence écologique et sociale avec la MOB climat qui a eu lieu le 9 mai. Donc on va poursuivre, et je pense qu'on a tous un peu en tête à la rentrée une grande mobilisation en positif, justement, face à la droite identitaire et l'extrême droite, sur tout un tas de revendications. Et à court terme, alors c'est pas plus jamais ça, mais c'est en tout cas toutes ces organisations syndicales et associatives avec des organisations politiques. Dès le 12 juin, on pense que voilà, il faut des rassemblements, des manifestations importantes contre l'extrême droite. Justement, donc on en revient à cette question-là pour marquer aussi le coup, quoi.
justement, au-delà de convergences ponctuelles comme la mobilisation du 12 juin prochain où on voit les mouvements associatifs, les organisations, les ONG, les syndicats travailler avec des formations politiques. Ça va être quoi l'articulation justement de Plus Jamais Ça ou de ces organisations qui participent à ce collectif avec les forces politiques et les prétendants aussi, et prétendantes notamment à l'élection présidentielle? Comment est-ce que vous allez ou comment est-ce que vous souhaitez peser sur les grands rendez-vous et entre les primaires des uns et les candidatures des autres sur ce grand rendez-vous qui va être la présidentielle? Nous, on ne s'occupe pas de recomposition électorale, hein, c'est pas notre... voilà, et puis dans nos organisations syndicales ou associatives, on en a qui votent pas, on en a qui votent pour l'AFI, pour ALV, le PS, PC, etc., enfin, et d'autres partis, voilà, NPA, etc. Donc, c'est pas nous qui allons dire c'est telle force politique, il faut recomposer comme ça. C'est aux politiques de se saisir de voilà. ce qui se joue Par contre, dans la mobilisation sociale. voilà, par contre, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est pousser dans un certain sens. C'est pour ça que, voilà, on montre qu'on a cet arc de force très large avec des revendications quand même assez radicales. Hein. Donc, c'est mettre aussi sur la table un certain nombre d'idées, mais montrer aussi cet arc de force possible autour de ces idées-là. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on va s'y prendre, mais on va aussi interpeller. Ben là, au mois de juin, on a prévu d'interpeller publiquement l'ensemble de toutes ces forces politiques de la gauche et de l'écologie, sur la base d'un certain nombre de nos revendications, justement pour mettre en débat leurs projets. Voilà, donc ça c'est une des façons de faire, quoi. Est-ce qu'il faut désespérer de la gauche, Aurélie? Est-ce que tu as un message d'espoir, est-ce que tu es optimiste malgré tout? Moi je reprends le sondage de l'image, je pense qu'aujourd'hui les idées de la gauche et de l'écologie sont majoritaires. Voilà. Après, c'est la manière dont ça peut être porté électoralement, mais elles sont majoritaires. On a des mouvements sociaux qui, certes, ne sont pas en très bon état vu la crise sanitaire, mais quand même, jusqu'à la crise sanitaire, je veux dire, on a été coupé en plein vol, hein, on était en plein mob retraite. Les chercheurs, moi je suis chercheuse, on était des milliers dans la rue. Il y avait des mobs féministes extrêmement fortes. Le 8 mars, on était extrêmement nombreuses. Et la veille, le 7 mars, avant que ça se termine en baston par les policiers. Faut quand même s'en rappeler. Donc voilà, tout ça fait qu'on a quand même on a eu des mouvements très... voilà, qui en tout cas ont de la vitalité, ont de la créativité, montrent une capacité de convergence. On l'a vu avec Plus Jamais Ça, mais c'est la même chose dans les marches des libertés. Hein. On a fait plein d'alliances intéressantes, par exemple avec les collectifs de familles de victimes de violences policières. Donc voilà, il y a des alliances qui se créent à mon avis très intéressantes dans le mouvement social. Il y a des idées qui sont majoritaires. J'ai envie de dire, voilà, en tout cas, il y a pas... Il y a vraiment des raisons d'avoir de l'espoir, quoi. Voilà. J'ai une dernière question pour toi, Aurélie, qui a à voir avec ce que tu es en train de dire, mais pour aller plus loin, Attac d'ailleurs vient de publier un super ouvrage très pédagogique, très utile sur les questions de fiscalité. On y reviendra parce qu'on va inviter les auteurs du livre. Mais pourquoi la gauche, elle n'arrive pas à donner le ton dans le débat public? Pourquoi les thèmes de prédilection, les grands sujets, les grands enjeux, les sujets dont tu viens de parler, elle n'arrive pas à les imposer dans le débat public? Qu'est-ce qui te coince d'après toi? Bon, d'abord, il y a des médias dominants qui ne sont pas franchement les plus sympathiques avec la gauche et l'écologie. Bon. Donc voilà, ça veut dire aussi compter sur des médias alternatifs comme Regard et comme d'autres. Voilà. Et fort heureusement, ils se développent. Voilà. Et puis ensuite, je pense que le jour où alors déjà dans les mouvements sociaux, je pense qu'on tente de le faire. Et je pense que le jour où, en tout cas, quand il y aura sur le plan électoral une force politique et de l'écologie ou des forces qui arrivent à redonner espoir, à se dire mais en fait, ils peuvent être au pouvoir dans pas longtemps et imposer nos valeurs, et je veux dire sans reculer vis-à-vis de la droite et de l'extrême droite sur ces valeurs-là. Voilà, je pense aussi qu'on sera plus crédible, effectivement, mais je le dis franchement, je pense qu'on ne peut pas en rester seulement au conflit capital-travail et à ces questions classiques de la gauche, si on parle de nos questions. Pour moi, les questions de la gauche, c'est pas seulement le partage de la richesse, la fiscalité, etc. C'est bien aussi l'écologie, et ça, une écologie politique, voilà. Et puis, c'est les questions de liberté publique et d'égalité réelle, parce que l'égalité, la bataille contre le patriarcat, la bataille des LGBTI+, la bataille antiraciste, c'est des valeurs fondamentales de la gauche. Et ça, il faut aussi les assumer dans le débat, quoi. Voilà. Merci Aurélie. Merci à vous.